Et bonjour à vous les fans de lecture et surtout de bonne lecture, puisqu'on va parler roman noir, écriture noire, avec le traditionnel prix Fintro, 4e édition du nom. Donc, vous pourrez le remarquer, nous avons un invité prestigieux, Kenan Gorgun, qui n'est évidemment pas là. Donc, ceux qui connaissent bien Kenan, vous savez qu'il écrit bien, mais côté ponctualité, je pourrais vous parler d'une séance de dédicace où Kenan est... Non, je ne vais pas le faire. Nous avons le lauréat, alors lui, je ne vais pas encore révéler son nom, mais sachez donc que c'est un primo-romancier qui, pour l'instant, se déverse sur ses pages Facebook en signalant qu'il est fan de Dominique Farrugia et qu'il est très heureux. Donc, pour ceux qui connaissent la Cité de la Peur, je suis inquiète d'être assis à côté de lui. Et donc, n'hésitez pas, quand vous êtes sur Facebook, allez-y, mettez des commentaires, mettez-lui la pression. C'est ça la règle, un primo-romancier. Il faut le faire souffrir et lui rappeler qu'il y aura probablement pas de deuxième roman, parce que les deuxièmes romans, personne n'en lit. Ça va la pression, c'est bien? Bon, bah c'était sympa, allez. Et sinon, évidemment, comme nous sommes dans le cadre d'une remise de prix un petit peu particulière, puisque vous ne verrez pas de prix s'échanger, puisqu'on ne peut pas se passer les choses, mais il m'a rassuré, il a reçu un gros chèque, donc tout va bien. Nous accueillons évidemment la commissaire générale, Marie Noble, qui va nous dire pourquoi encore un prix Fintro, alors que les conditions sanitaires sont terribles, que la culture est effondrée, qu'il y a beaucoup trop d'auteurs. Non, les gens lisent, ok, d'accord. Donc en tant que commissaire général, pourquoi encore porter un prix aujourd'hui, et surtout d'écriture noire? Je crois que vous y avez répondu en posant la question. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui? Mais plus que jamais, c'est important de faire la promotion et donner un coup de projecteur médiatique sur la littérature, sur les auteurs et sur un primo-romancier surtout. Parce que je pense que ces derniers temps, c'est surtout eux qui ont souffert. Cette année était compliquée. On a vu dans les rayons de librairie, surtout les grands noms, ceux qui étaient bien connus, ce qu'on appelle presque des blockbusters. Et finalement, c'est souvent les éditions indépendantes, les primo-romanciers qui ont payé le prix cette année de ce manque de possibilité d'exister, parce que les forêts salons n'ont pas pu se tenir. Donc évidemment, un prix a tout son sens aujourd'hui. Et écriture noire, ben évidemment, écriture noire, ici en Belgique, on est quand même des grands mangeurs du genre. Et voilà, donc plein de raisons pour lesquelles, évidemment, ce prix est essentiel aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, à la Foire du Livre fait quand même un peu figure d'exception, puisque bon, ça fait 20 ans que je traîne dans le milieu du noir, et c'est un monde qui a ses salons, ses prix, qui est très rarement représenté dans les grands salons de, entre guillemets, bonne littérature, qui est très rarement présenté dans les prix d'automne ou ce genre de choses, hein, par Pierre Lemaître, Nicolas Mathieu, pour le reste, le monde issu du noir, c'est assez rare. Et pourtant, hormis l'excuse de « oui, la Belgique consomme beaucoup du noir », la Foire du Livre, le noir, c'est un rendez-vous immanquable. Oui, c'est un choix qui a été pris il y a 4 ans avec l'équipe de Fintro et l'équipe de la Foire du Livre. Se dire que la Foire du Livre, vous savez, c'est tout type de littérature. On parle beaucoup de BD, on parle beaucoup de littérature dite blanche, et je pense qu'il y a des tas d'autres genres qui méritent d'avoir un vrai focus, un vrai éclairage particulier. Et ce que je pense... Alors évidemment, c'était le noir pendant 4 ans, et je vous parlerai de la suite, parce qu'on va s'ouvrir aussi à d'autres genres littéraires. Mais vu le succès que ça a eu et vu le nombre de manuscrits qui ont été remis, je pense que c'était un pari qui était relevé, et je pense que c'était presque la prise de risque était faible. On a eu de plus en plus d'engouement pour ce genre littéraire et beaucoup plus de primo-romanciers qui s'intéressaient à ce genre. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir faire ce grand écart entre tous les styles à la Foire du Livre, et de polar, on est bien sûr un. Alors, en parlant de primo-romancier, il y en a un qui trépigne, qui monte son stress en croisant les bras. Donc, peut-être c'est quand même le moment. C'est le moment d'annoncer qui est ce fameux prix Fintro d'écriture noire. Je vous laisse. Tadam! Tadam! Le suspense est énorme. Oui. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que l'équipe Fintro et l'équipe de la Foire du Livre remet aujourd'hui le prix Fintro Écriture noire à Philippe Gustin pour Sous la ceinture. Félicitations, Philippe. Merci beaucoup. Alors, voici votre prix. Je ne peux pas vous le donner. On va le désinfecter avant de pouvoir vous le confier. J'espère que vous en ferez bon usage. Félicitations pour ce roman à la fois étrange et
extrêmement drôle. J'avais des fous rires et on m'a demandé beaucoup ce qui se passait entre le livre et moi. Et puis voilà, c'était une magnifique découverte. Félicitations. Mais j'espère que, contrairement à ce qu'a dit Michel, il y en aura d'autres. Parce que c'est vrai que les seconds romans, c'est pas simple. Parfois, c'est plus compliqué que les premiers. Et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour faire la pub pour un autre prix qu'on lance. La Foire du Livre de Bruxelles lance son prix, puisque le prix Fintro va décider d'aller vers d'autres horizons, d'autres destinées. Et donc, nous lançons le prix Polar Foire du Livre de Bruxelles à partir de cette année. Les manuscrits sont déjà rentrés et on va la décerner l'année prochaine. Et ce prix va pouvoir couronner le travail d'un primo-romancier ou aussi pour un second roman, parce qu'on sait que c'est pas simple de rester dans la lumière après un premier ou de faire les démarches pour le second. Et je voulais vous dire aussi que, au-delà du prix et peut-être de l'intérêt médiatique du prix, évidemment, c'est la reconnaissance d'un jury qui est composé d'experts, de journalistes, de gens du milieu. Donc il y a tout ça évidemment qui a fait le trajet avec vous pour arriver aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi au-delà du prix, c'est le fait qu'il y a un accompagnement, et je pense que vous en avez fait l'expérience, et c'est là aussi que c'est important de pouvoir remettre des prix, c'est qu'au-delà de la bandelette bleue sur les livres, et qui est évidemment très importante, il y a aussi tout un accompagnement autour de comment on vend son manuscrit à un éditeur, comment est-ce qu'on défend convenablement son contrat par la suite. Et c'est toutes des étapes, finalement, c'est plein de métiers différents. Et je pense qu'on est là aussi pour pouvoir accompagner, autant dans la promotion et dans la mise en lumière que dans ces étapes qui sont parfois assez compliquées, parfois le parcours du combattant pour arriver à la publication et pour l'édition d'un livre. Donc, connaissant toute la difficulté du chemin parcouru et puis en ayant lu votre livre que j'ai savouré, je vous félicite encore de la part de tous et toutes. Mille merci. Bravo, bravo, et longue vie à Sous la ceinture et votre personnage, là, notre petit... Je sais pas. Je sais pas, le héros, oui, il est là. Je me suis dit, en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire, que quand on reçoit un prix littéraire pour un roman qui a été étiqueté humoristique, ça met la pression parce que les gens s'attendent d'abord à ce qu'on dise un truc intelligent, c'est quand même un prix littéraire, et idéalement, s'il y a au moins que ça soit drôle, mais moi, à part le fait que je suis hyper content, sincèrement, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, et pour vous faire un petit peu comprendre à quel point ça me fait plaisir, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote. Un petit cas vécu. J'ai beaucoup aimé la façon dont la Foire du Livre a parlé du roman en annonçant le programme, parce que vous avez écrit que Sous la ceinture a d'abord surpris le jury et puis conquis. Et j'aime bien que ça soit une démarche en deux étapes, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je participe à un grand concours. Alors, il y a eu le prix Fintro, et puis il y a une dizaine d'années, j'ai participé à un concours de photos animalières internationales, en tant que photographe, hein, pas comme modèle. Et en gros, j'avais la possibilité d'envoyer une photo. Et donc, j'ai dû sélectionner l'image que je voulais envoyer. J'en avais deux qui étaient pas mal. Et voilà la première image que je n'ai pas envoyée. Je ne sais pas si on la voit, hein. Donc c'est un hibou moyen-duc. C'était pas une photo facile parce que la bestiole était quand même à 6 mètres du sol, il fallait quand même s'approcher, capter son regard. Et j'ai pas envoyé cette photo parce que je me suis dit, tiens, elle est peut-être un peu facile celle-là, hein. C'est un hibou, c'est un bel oiseau, c'est un regard assez magnétique. Je trouvais qu'elle n'était pas assez fun, quoi. J'ai choisi une autre photo qui est celle d'un grand cormoran. Je ne sais pas si vous voyez, les cormorans sont ces oiseaux noirs là, qu'on voit dans les estuaires. Et ils prennent parfois des positions assez marrantes. Ils écartent les ailes pour prendre le soleil. Et puis j'étais en train de mitrailler le grand cormoran et le hasard, hein, pas le talent, c'est vraiment le hasard, fait que j'ai déclenché un moment assez sympa. Et je me suis dit, là j'ai ma photo pour le concours, quoi. Alors je ne sais pas si on voit bien l'image. En fait, la bestiole avait les ailes écartées. Et puis en un coup, il a relevé la queue, et il a fait ça, et je me suis dit, ça, on ne voit pas tous les jours. Et vous savez ce qui s'est passé ? Mais le jury, il n'a pas une réaction en deux étapes. Il n'a eu que la première étape. Il a été surpris, mais pas conquis.
Non seulement j'ai pas gagné le concours, j'ai pas été sélectionné, je me suis filé à grands coups de latte. Tout ça pour dire quand même que ça me fait plaisir d'être tombé sur un jury qui soit réceptif à ma sensibilité artistique cette fois-ci. Franchement, ça me touche beaucoup et bah, je dirais, bon, pour revenir à un petit peu de sérieux, bah, c'était un choix qui était peut-être pas évident, j'en suis tout à fait conscient, et j'aurais envie de reprendre vos mots, Michel, que vous avez utilisés pour parler de mon roman. À un moment, vous avez dit, bah, c'est hyper couillu, et je pense que le choix du jury aussi était peut-être pas évident. C'était un jury bah, hyper couillu qui a fait ce choix peut-être pas classique, mais en tout cas, moi, ça m'a touché beaucoup parce que, comme vous venez de le dire, Marie, c'est pas juste un prix, c'est pas juste un bandeau, effectivement, même si c'est sympa, mais c'est aussi un beau voyage, quoi. C'est vraiment une belle aventure à laquelle j'ai été convié, puisque bah, le prix Fintro, c'est bien plus que le prix, c'est avoir son manuscrit qui devient un vrai livre, alors c'est quand même super émouvant. Ça a été la rencontre avec un éditeur, hein, Xavier Van Warenberg, que je salue, qui est un gars extraordinaire. Ça a été la rencontre avec l'équipe de la Foire du Livre, Christine Defoin, Laura Blanco-Suarez, François Kuhn, donc de très très belles personnes. Ça a été la rencontre avec la presse aussi, par le biais d'Isabelle Fagot, l'attachée de presse, que je remercie aussi parce qu'elle se démène. Et ce sont des moments vraiment sympas, quoi. On se retrouve illustre inconnu, et sans avoir la prétention d'être très connu maintenant, mais sur des plateaux TV, on a son nom dans des magazines, et franchement, ça c'est une superbe aventure. Donc là, merci. Merci pour l'invitation et pour le ticket. On était à deux droits de lancer la musique d'ascenseur pour Magritte, hein, attention. C'est vrai? Oui, c'était... Bon, on peut le refaire, c'est du direct. C'était un petit peu longuet quand même, et puis j'ai remarqué le côté flagorneur qui est apparu au moment où Kenan Gorgun est venu s'asseoir, le président du jury. Qui va peut-être nous expliquer justement le choix de ce jury. Alors, je ne sais pas si Madame la Commissaire Générale doit rester avec nous ou s'il y a d'autres occupations. Vous faites comme vous voulez. Je vous laisse libre. Je reste avec vous avec plaisir. Et donc, mon cher Kenan, toi qui étais membre de ce jury, Absolument. il y a bien eu cette double phase, surprise et puis conquête, où tu t'es dit, ok, voilà quelqu'un qui a lu mon dernier roman, il sait que ce sont des thèmes qui m'intéressent, il connaît mon humour, je l'ai amené, hein. Il est hyper opportuniste, et comme bon opportuniste qui se respecte, il est venu avec son propre roman de toi en disant, bien regardez comme je l'ai lu. Et j'ai déjà gagné, hein, je me rappelle. Bah après, qu'il soit opportuniste ou quoi, enfin, ça me concerne pas tellement, mais un opportuniste qui a écrit un livre bien fait, bien écrit. Et là, vraiment, pour le coup, sans diminuer le mérite de tous les autres textes, on sait à quel point même un roman raté, c'est beaucoup de travail. Comme un film raté, c'est beaucoup de travail. Enfin, chaque œuvre d'art, c'est du travail, et c'est un mouvement de foi personnelle dans ce qu'on fait. Après, le reste nous confirme ou pas, mais voilà, nous, on y a cru au moment où on l'a fait, même si c'est raté. Donc, je respecte chaque geste créatif, artistique. Cela dit, après, nous, on est obligé de juger sur pièce. Et là, clairement, Sous la ceinture était bien écrit. Il y avait un style assumé et qui était au service du propos et de la manière dont Philippe avait décidé de traiter ces thèmes. Donc, il y a une cohérence de la façon d'écrire avec ce que l'écriture raconte, de faire dialoguer les personnages. C'est extrêmement difficile de réussir des dialogues. Et là, pour le coup, on avait cette saveur de la parole dite qui est captée, retranscrite. Il n'y en a pas trop, parce que moi, à titre personnel, et comme c'est un peu selon nos goûts personnels qu'on juge, moi, des romans qui sont en réalité des suites de dialogues, j'ai envie de dire, faites du théâtre ou du scénario, mais pas du roman, je cherche quand même une substance dans l'écriture, des traits bien sentis qui te décrivent un personnage, un état d'esprit, une émotion. Là, il y a vraiment tout ça, donc je me suis dit, bon, soit ce gars a beaucoup écrit avant de venir là, mais quoi qu'il en soit, c'était un roman pour moi très réussi. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la forme, et dans le fond, j'ai dit enfin. Enfin, parce Alors, que... il faut peut-être ramener le fond, parce que je pense que toutes les personnes qui nous regardent ne savent pas précisément de quoi parle le livre. On a plusieurs portraits d'individus qui vont se croiser autour d'un thème qui ne s'annonce pas initialement comme un thème issu de la gaudriole, à savoir le terrorisme, puisque nous avons un apprenti terroriste qui rêve de
peut-être une sorte de terroriste ultime, parce qu'il faut émettre la forme. Il y a le fond, mais il y a la forme. Nous avons un autre terroriste plus penseur, qui se rapproche un peu d'une logique de marketing. Le terrorisme, c'est d'abord et avant tout du marketing. Nous avons des bons gros crétins d'extrême droite qui ont aussi une approche très personnelle et très frontale du terrorisme, et un gros problème avec les déclinaisons latines. Et nous avons une représentante de l'ONU qui a décidé de s'attaquer au terrorisme en disant l'inverse de la terreur, c'est l'humour, le ridicule, l'ironie et ce genre de choses. Et ça crée une soupe assez étrange sur un thème qui, à la base, ne prêtait certainement pas à rire, et avec en même temps des points de connexion avec le roman de Kennan, puisque là on évoque le cas du prosélytisme et de la conversion à une forme d'islam radical d'un ancien militaire en prison par un homme qui lui-même s'est senti trahi par sa cellule djihadiste et qui envisage d'instrumentaliser son nouveau disciple. Là par contre, on est dans une approche très froide, très analytique, très noire et très descriptive du terrorisme. Et pourtant, si vous lisez les deux en parallèle, vous retrouvez des lignes de fracture proches ou des lignes de conduite proches avec des interrogations sur comment parler aujourd'hui de la terreur, du terrorisme et quel prisme. C'est un peu ce qui m'a plu, pas tellement que de lire chez le texte d'un autre une confirmation de mon approche de ces thèmes, mais plus partant du principe, pour le meilleur et pour le pire, que je considérais mon approche comme assez singulière, et j'essayais de l'assumer de mon mieux en lui mettant un maximum de ce que je suis capable de faire en tant qu'écrivain. J'ai écrit mon propre roman, une sorte de réaction aussi de l'artiste au discours des non-artistes qui envahissent l'espace médiatique et le discours, donc experts, politologues, spécialistes du Moyen-Orient, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et du coup, de voir quelqu'un d'autre dans son coin, parce qu'on fait toujours les choses dans notre coin au départ, oser avoir pensé et assumé suffisamment pour en faire un livre que sur le terrorisme, il y a peut-être moyen de dire les choses autrement et de dire autre chose. Alors lui, il est franchement dans l'humour, moi beaucoup moins. Ça, première chose qui a pour moi marqué la valeur du texte. Deuxièmement, et je veux dire encore plus que tout ça, j'ai trouvé très audacieux et strictement très intelligent en termes de prospective de la société, la manière dont il a mis en scène l'écoterrorisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup moins, que j'avais lu il y a très longtemps sous la plume de, par exemple, Norman Spinrad, qui avait fait ce bouquin En Direct, ça s'appelait En Direct, et c'était un groupe d'écoterroristes qui prenait en otage l'équipe d'une télé, d'une chaîne de télévision, et puis encore Pete-Plug dans la SF, etc. De temps en temps, on trouve cette piste de réflexion sur le nouveau terrorisme sera écologique. Aux États-Unis, on l'a beaucoup plus, parce que là, il y a des écoterroristes beaucoup plus actifs. Mais ici, chez nous, on ne parle jamais de ça. Et c'était la première fois depuis très longtemps que je tombais en français, sous la plume de quelqu'un belge qui plus est, sur ça. Les nouveaux gros coups terroristes, entre guillemets, viendront des écolos, qui seront beaucoup plus inventifs, etc., que nos bras cassés là. Ça, j'ai trouvé ça superbe, en fait. J'ai trouvé ça, c'était le coup de génie, qui faisait que pour moi, bam, il est vraiment monté très au-dessus de tous les autres textes. Philippe, quand on s'attaque à un pareil sujet, c'est parce qu'on est devant le JT et qu'on se dit « Ah, il y en a marre de tous ces experts qui rendent ça horrible, prenons le contre-pied » ou au contraire, c'est un travail pendant 2-3 ans, enfin j'exagère, mais de documentation, de réflexion, en se disant voilà, il faut amener une réflexion sur ce sujet-là par tel biais, parce que c'est l'axe qui permettra aux gens de réfléchir. Ouais. Ben en fait, il y avait vraiment une volonté d'adopter le point de vue de l'homme du peuple que je suis, donc de ne pas avoir un point de vue d'expert. Parce que j'ai parfois l'impression que pour aborder un sujet, on a de légitimité que si on est vraiment un expert, qu'on a fait toutes les recherches, etc. Et parfois, il faut les faire, hein, c'est un fait certain. Mais j'avais envie d'aborder le terrorisme avec ce point de vue d'homme du peuple, parce que finalement, c'est un fléau qui touche tout le monde. Et je suis parti des informations que je trouvais facilement sur Internet. Alors on pourra dire, oh, c'est un peu par paresse aussi, parce que peut-être que j'avais pas envie de faire trop de recherches. Mais n'empêche que, voilà, en me limitant à ces informations-là, j'en avais quand même largement assez sous le coude pour me dire, mais cette démarche terroriste, elle est tellement imbécile, elle est tellement idiote qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte du côté
bancale que ça peut avoir. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, je travaille dans une fonction commerciale et de temps en temps, on fait des bilans quoi, sur les actions qu'on entreprend. Et dans le terrorisme, j'ai l'impression qu'on persiste dans l'erreur. En fait, qu'est-ce qui a changé dans notre monde depuis qu'on commet des attentats? Est-ce que vraiment il y a des grandes concrétisations? Oui, il y a eu des attentats atroces, mais je veux dire, est-ce que le monde a changé suite à la pression terroriste? Je n'ai pas ce sentiment-là, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui continuent à commettre des attentats. Et je me dis, mais c'est tellement idiot qu'à un moment, il faudrait peut-être gentiment le leur dire, quoi. Sans être expert. Et comment Enfin, j'imagine qu'avant que vous soumettiez, le manuscrit à un jury, il a été lu par ton entourage ou par d'autres. Comment c'est reçu? Disons, ça n'a aucune chance, ou bien au contraire, l'effet surprise complète? Non, il y a très peu de personnes qui avaient lu le texte, ma femme, ma fille, et c'était tout, avant d'envoyer le manuscrit. Et c'était vraiment c'est parti d'une boutade, un petit peu, une discussion avec ma femme en disant, mais je me souviens, c'était un dimanche matin, on était au petit déjeuner, puis je sais plus, lorsqu'on a entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est tellement con. Et le principe de base de Sous la ceinture, il est potache, quoi, hein, c'est le fait que, il y a cette légende que quand les terroristes feraient exploser, il y a un troupeau de vierges qui les attendrait au paradis. Du coup, ils se protégeraient les bijoux de famille pour être certain que cette partie-là soit en bon état. Et puis à un moment, j'ai dit à ma femme, mais t'imagines le mec s'il fait ça, et qu'on retrouve juste ce morceau-là, et qu'il en a en plus une petite, mais c'est la honte, quoi. Et j'ai dit, ouais, en fait, il y a peut-être une idée à creuser. Alors, après, il a fallu voir comment on allait dépasser un peu le stade de la blague potache. Mais donc, l'idée, c'était de partir de ça, sans avoir fait lire le texte à beaucoup de monde. Et ma femme, ma fille, elles étaient un peu dans le trip en disant, oui, c'est vrai qu'on a des délires familiaux qui se retrouvent dans le bouquin, donc non, je crois qu'il n'y avait pas de censure, entre guillemets. On m'a pas dit, mais non, il ne faut pas le faire. Madame le commissaire général l'évoquait, publier un livre, c'est aussi un accompagnement. C'est un travail avec des éditeurs. Kenan, je sais que ton manuscrit initial, il devait faire dans les 2000 pages. Que tu as eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de rencontrer Aurélien Masson. Comment ça se passe quand on arrive justement avec son bébé, même quand on est un auteur confirmé, quand on a un primo-auteur, on arrive avec son texte en disant, voilà, c'est mon approche, je traite d'un sujet sérieux de telle façon ou de telle manière, et que l'éditeur dit, ok, mais on va retravailler. C'est quoi cette relation éditeur? Comment ça se passe pragmatiquement? Moi, à titre personnel, donc, toutes les versions de tous mes romans sont généralement beaucoup plus longs que ce qui finit par être édité, parce que je crois que ça fait partie de la manière dont moi j'arrive à écrire. Donc maintenant je le sais, les gens qui travaillent avec moi le savent. Donc on sait très bien que très vite la première étape, ça va être de passer la main au sadique qui siège en moi pour couper le bébé sous la ceinture. Donc dire partir du principe qu'on garde qu'à la moitié. Non, je rigole un peu, mais vraiment, ça peut être du simple double. Le second disciple qui fait finalement 400 pages, on faisait 800, le suivant qui va probablement en faire 800, on faisait 2000, etc. etc. Il y a une dynamique comme ça qui prend beaucoup de temps en fin de compte, mais c'est là que moi j'arrive à faire le mieux. Le reste, le travail avec l'éditeur, ça dépend. Moi, je me connais maintenant relativement bien et j'adore cette phase qui succède au premier jet. Donc, corriger, nettoyer, restructurer, refaire du montage, complètement bouleverser l'approche que j'ai pu avoir pour raconter la même histoire autrement. C'est quelque chose que j'aime assez faire, que je fais naturellement, avant même de délivrer d'un texte lisible pour d'autres que moi. Et là, je suis dans l'attente que cet autre, en l'occurrence l'éditeur, malgré tout le travail de nettoyage que j'ai pu faire, va quand même réussir à voir des choses qui m'avaient échappé et qui vont améliorer le bouquin. Améliorer le bouquin, et si ça peut se traduire en plus par un petit gain de... si on peut faire sauter encore 30 pages dans le processus, ou 50 ou 100, j'en suis heureux, j'ai aucun problème avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui surprend généralement les éditeurs, c'est le peu de cas que je fais de ce qu'il faut couper. Parce que je le fais tout le temps. Alors je bosse comme scénariste par ailleurs, et là on coupe évidemment beaucoup, on restructure, on réécrit encore et encore, donc ça m'a peut-être un peu permis de me blinder contre cette douleur qui fondamentalement est toujours là, la douleur de devoir
tailler dans son propre travail comme on taille dans son bébé, c'est toujours là, mais on apprend à croire que le résultat sera meilleur et qu'un meilleur résultat ne s'obtient pas autrement en fait qu'en se faisant un peu violence quand même sur sa propre complaisance, parce qu'il y a toujours un moment où on écrit, où on croit que tout ce qu'on a écrit est génial, et le génie est rare, le talent lui-même l'est déjà beaucoup, donc il y a des chances qu'il faille améliorer, il faut juste l'accepter et prier pour tomber sur les bonnes personnes. Le bon éditeur, ça c'est un peu un coup de poker, c'est pas toujours le cas, c'est même assez rarement le cas, disons-le très franchement, là, beaucoup d'éditeurs sur le marché ne font pas un bon travail d'éditeur. Voilà, c'est dit. Mais ici, on a la chance d'avoir deux bons éditeurs. Des gens, alors comme Aurélien Masson, moi j'ai jamais travaillé dans cette relation auteur-éditeur avec Xavier, mais voilà, si Philippe estime qu'il peut en dire autant de Xavier, on est des bienheureux. C'est très rare, je trouve, de tomber sur cette qualité de coopération, de collaboration et de compréhension, parce qu'un éditeur qui a plein de choses intelligentes à dire, c'est une chose, un éditeur qui le fait tout en respectant le travail de l'auteur, c'est autre chose. C'est ça le truc difficile à faire, c'est avoir un apport intelligent, mais sans oublier que le livre n'est pas le vôtre, c'est celui de l'auteur. Il ne faut pas chercher à le réécrire, à se l'approprier. Il faut respecter la vision de l'auteur et à l'intérieur de cette vision, l'emmener au meilleur de soi-même, comme un bon metteur en scène tire le meilleur d'un acteur sans en faire quelqu'un d'autre. Vous voyez, et ça, c'est vraiment l'équation rare, je trouve. Philippe. Alors on va encore dire que je verse dans la flagornerie, mais là, c'est moi, Oscar qui parle, mais ici, la première impression, elle arrive. Philippe, vous avez gagné, le jury a adoré le bouquin, et puis j'imagine que Xavier appelle juste derrière. Bon, on va commencer à bosser. c'est un peu ça, oui, effectivement, et c'est vrai que c'est une très belle rencontre parce que je trouve que l'apport de l'éditeur et de Xavier Van Varenberg en l'occurrence a été vraiment important. Et c'est un peu la même démarche que ce que disait Kenan, c'est que moi Xavier à un moment je lui ai dit mais toi tu es un préparateur de voitures de course quoi. En fait l'ennemi c'est le poids. Donc c'est pas qu'on ait réécrit, qu'on ait changé beaucoup, on a enlevé, on a taillé dans la masse quoi, on a enlevé on a enlevé le gras, il reste que du muscle en fait, c'est un peu l'idée et vraiment avoir ce regard extérieur. C'est pas ma femme, c'est pas ma fille, c'est pas ma maman. Donc quelqu'un qui peut me dire, écoute, non, ça c'est pas bon, vas-y, jette-le. C'est vraiment quelque chose de précieux. Et vraiment, l'apport d'un éditeur qui fait son travail d'éditeur est colossal. Peut-être ingrat aussi, parce que quelque part, la trace qui reste, c'est votre nom qui est sur la couverture. Bon, il y a la maison d'édition, mais il faut vraiment souligner à quel point ce travail-là est important et précieux. Oui, quand on tombe effectivement sur la bonne personne. Mais qu'on puisse jusqu'au bout le revendiquer. Nous, auteurs, parce que comme il vient de le dire, c'est quand même notre nom qui est sur la couverture. Donc, je sais qu'il y a des textes qui, parce qu'ils veulent, leur auteur veut à tout prix être publiés, sortent sous une forme que l'auteur, au fond de lui, ne revendique plus, ne reconnaît plus. Enfin, il se dit, bon, à un moment donné, j'ai fait trop de compromis. Ça, c'est vraiment la ligne rouge de l'auteur, pour moi, je pense. Je suis, moi, personnellement, capable de renoncer à une publication plutôt que de publier un bouquin dont je n'arrive pas à dire c'est le mien, c'est profondément le mien. Et tous ceux qui étaient autour ont bien fait leur travail parce qu'ils ont rendu mon livre meilleur. Ça, c'est vraiment très important. Mais bon, c'est parfois difficile de résister à la séduction d'un livre édité. Et une fois que le livre est édité, que le bébé existe, j'imagine que quand on reçoit le premier exemplaire d'auteur, on est très fiers. On s'imagine qu'il y a encore du travail par rapport à ce livre-là. Voilà, maintenant on est en rencontre, en conférence, il y a des dédicaces qui s'annoncent, ce genre de choses. Comment on appréhende la chose? C'est un moment festif, c'est du bonus, c'est une angoisse, c'est du temps pris sur ce que sera un deuxième livre possible. Je crois qu'avant de parler du deuxième, il faut d'abord assurer l'avenir du premier. Effectivement, c'est du travail, c'est avant tout du plaisir. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment du pur bonheur. Mais c'est vrai que c'est une activité qui est quand même assez chronophage. Donc, je me rends compte pourquoi, il n'y a pas si longtemps, c'était les gens riches qui écrivaient, c'était ceux qui avaient le temps de le faire, quoi, aussi. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot, c'est du stress. Après, on a voulu, donc quelque part, je vais pas me plaindre non plus, quoi. On a envie que le bouquin sorte, on a envie de voir quels seront les retours. Et c'est très très gai de pouvoir enfin avoir les retours de lecteurs. Alors petit à petit, il va y avoir des séances de dédicaces qui vont se mettre en place, pouvoir les rencontrer aussi, puisque c'est un bouquin qui sort dans des circonstances un peu spéciales, donc beaucoup de retours via les réseaux sociaux, ça c'est très chouette. Belle découverte aussi, parce que quelque part, on critique souvent ces réseaux sociaux, mais jusqu'à présent, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance.
des gens dont je n'attendais pas le soutien, mais qui se sont manifestés, qui ont partagé. Et je trouve ça très positif. Enfin, jusqu'à présent, c'est une très belle aventure. Je l'ai dit, mais c'est sincère. Kenan, vous avez quelques livres à votre actif. Comment on passe d'un premier à un deuxième, d'un deuxième à un troisième? Est-ce que l'auteur se remet toujours en question, doit se remettre en question? Est-ce qu'à travers justement les commentaires des réseaux sociaux, on a 35 commentaires positifs, 2 commentaires négatifs sur la place de la virgule, et soudainement on ne s'interroge que sur la place de la virgule? C'est probablement pas quelque chose de très positif à mon propre sujet, ce que je vais dire là, mais j'ai remarqué avec le temps d'un livre à l'autre que j'étais assez indifférent à ce que les gens pensaient. Alors, ça a des bons côtés, mais ça en a des mauvais, qui sont qu'à un moment donné, on fait son livre, il sort, on fait ce qu'on peut, ce qu'il faut pour le porter de son mieux, mais on va pas non plus remuer ciel et terre. Parce que moi, en ce qui me concerne, je suis déjà dans un autre bouquin. Donc j'ai failli dire, en fait, la meilleure façon de vivre la sortie d'un bouquin, c'est d'en commencer un autre. Je le crois fondamentalement qu'il y a là une vérité, être artistiquement pris dans autre chose, mais c'est dangereux aussi parce que parfois alors, on n'en fait pas assez pour le livre qui vient de sortir parce qu'on est déjà complètement acquis au livre qu'on crée. Et ce qu'on est en train de créer a toujours plus d'importance que ce qu'on a déjà fait. Après, ce que ça fait de passer d'un premier à un deuxième, un troisième, moi quand mon premier est sorti, c'était très étrange parce que j'ai publié au même moment un premier roman et un recueil de nouvelles. Que j'avais déjà écrit 4 autres romans avant, que je n'avais pas publié, que j'ai toujours pas publié d'ailleurs bizarrement, mais qui dormaient là, dont j'avais pratiqué énormément avant d'accepter de faire lire quoi que ce soit. Et j'ai jamais arrêté ce flux permanent d'écriture qui fait qu'à un moment donné, les choses sont sorties, on en est content, mais on est déjà dans la réflexion pour faire mieux ou différemment. Est-ce que c'est une remise en question? Ça en est une à chaque fois, mais parfois pas. Parfois, je suis dans un livre comme une confirmation de ce que j'ai essayé avec le précédent, que j'ai plus ou moins entamé, esquissé, plus ou moins réussi, mais j'ai pas encore été jusqu'au bout. Donc il me faut encore un autre livre, et peut-être encore un autre, pour aller au bout d'une certaine approche de l'écriture. Et d'un certain nombre de thèmes, d'une certaine façon de faire vivre ces personnages, etc. etc. Donc beaucoup écrire, pour moi c'est la seule façon que je connais d'écrire en fait. Ou ne pas écrire du tout, ça m'est arrivé aussi. De 2009 à 2014, par exemple, j'ai plus du tout écrit. J'ai refusé de publier, je m'étais fait à l'idée que j'écrirais plus. Et dans des circonstances assez particulières qui ne sont pas le sujet ici, mais je me suis remis 5 ans après à écrire. Je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue de recommencer à écrire après 5 ans, d'avoir réussi à tenir 5 ans sans écrire la moindre ligne. J'y croyais pas moi-même, mais c'était devenu ma nouvelle vie. Donc je pense que chaque auteur va chercher ce qui le préserve de ce qui fait mal, et ce qui lui permet de mettre dans la bataille ses meilleurs talents. Et ça, il le fera en écrivant, en ratant certains textes, en réussissant particulièrement bien d'autres. Certains auteurs, ça leur réussit d'écrire peu et de prendre beaucoup de temps. D'autres doivent être dans une course de fond permanente et produire 10 000 pages pour en garder 2000. C'est un peu chacun son truc. Le fait d'être impliqué dans un processus éditorial, donc d'être édité, est-ce que ça a changé le lecteur qui est en vous? Oui, c'est clair que on voit un peu l'envers du décor, quoi. Donc les ficelles du truc, c'est un peu comme un tour de magie dont on connaîtrait les trucs, les ficelles, effectivement. Oui, je suis plus critique. Et j'ai envie de dire, c'est un peu dommage parce que ça a peut-être un peu cassé une partie du plaisir en disant, ouais, ça j'aurais pas fait comme ça, ouais, ça c'était un effet un peu facile. En plus, c'est souvent un peu critique, quoi. Hein. Faut bien dire ce qui est. Donc, mais parfois, on est en état admiratif. On se dit, ça c'est une trouvaille, j'aurais bien aimé que ce soit la mienne, quoi, aussi. Mais oui, on a un autre regard, certainement. Et vous avez changé de goût littéraire en disant, justement, je vais essayer d'éviter de lire, par exemple, des romans noirs ou des romans qui se passent à Bruxelles, des trucs qui traitent de terrorisme, de politique internationale, ou non, sur le goût et le choix, ça n'a pas... J'ai toujours lu de tout. En fait, je ne suis pas un lecteur de polar à la base. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, ou au hasard des rencontres aussi, c'est que parfois, vous avez des auteurs qui ne sont pas spécialement connus, qui ne percent pas, mais c'est peut-être pas parce que le texte n'est pas fondamentalement bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu la machinerie derrière.
Et je me suis intéressé parfois à des auteurs ou des maisons d'édition moins connues. Et donc ça, c'est vrai que ça a changé mes habitudes de lecture. Ne pas toujours aller forcément ou exclusivement vers les grandes maisons, les grands noms, mais s'intéresser à des choses plus locales, oui, certainement. Kenan, quand on a une longue biblio derrière soi, quand on a aussi un travail de scénariste, de cinéaste, le regard sur le roman des autres, enfin, déjà, est-ce que vous lisez encore? Parce que je connais des auteurs qui, à certains moments dans leur carrière, arrêtent de lire, parce qu'ils sont plus... Oui, ça m'est arrivé de lire beaucoup moins durant certaines périodes. Enfin, de lire beaucoup moins de romans ou des choses comme ça, j'ai toujours lu. J'ai eu des petites phases où je recherchais plus des essais ou quoi, mais certainement parce que c'était une période de documentation, de recherche, qui est une autre phase que j'aime beaucoup, moi, la préparation. Et donc là, voilà, ça guide un peu mes lectures vers ce genre de travaux. Non, globalement, j'ai toujours lu, je lis beaucoup. J'essaye de lire un peu plus, mais il me semble que je lis pas mal. Et je suis un lecteur assez dévoué, dans le sens où vraiment, avant de renoncer à la lecture d'un roman, je vais donner, entre guillemets, toutes ses chances au texte, donc conquérir, parce que parfois, ça m'est arrivé d'être séduit par un roman, après en avoir lu 150 pages. Idéalement, ça devrait peut-être pas être le cas, mais ça arrive. Parfois, il y a des petits miracles qui se produisent à un tiers d'un livre, mais la plupart des lecteurs n'ont peut-être pas atteint ce premier tiers. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que l'auteur avait dans la tête pour aménager les choses comme ça, les structurer de cette façon. Mais globalement, non, je suis assez bon lecteur, en fait. Je suis assez bon lecteur. Plus exigeant, certainement, mais ça, c'est pas parce que j'écris. C'est juste parce que plus on lit, plus on devient exigeant, selon moi. Logiquement. On devient meilleur lecteur au fur et à mesure qu'on lit, meilleur écrivain au fur et à mesure qu'on écrit, peut-être, je sais pas. Mais non, c'est parce que déjà, ça fait des années et des années que je lis de tout, donc on devient plus exigeant. Mais c'est pas parce que je fais partie du métier, que je suis un professionnel de la chose. Déjà, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Ce qui a par contre changé, c'est que quand j'écrivais mais que je publiais pas, tomber sur des bons romans, des romans vraiment forts, vraiment réussis. J'avais un peu du mal, ça me blessait un peu. Je me disais, waouh, comment il a réussi ça quand on n'est pas capable. Donc mon ego en prenait un coup. Après, plus j'ai écrit et tout, et là je cherche des bouquins qui vont me terrasser, quoi. Mais pas juste me plaire, en fait. Ce degré d'exigence, il va là aussi. Un livre qui était juste bien m'intéresse plus. Je veux un livre hors du commun. Je veux un livre qui va me retourner la cervelle, qui va me faire sentir comme un amateur qui a encore tout à apprendre. Et parce que ça m'exalte et ça me donne un bonheur d'écrire, parce que je me dis, la littérature est encore capable d'accomplir ça. Un tour de force pareil, quelque part, un mec, une nana, quelque part dans le monde, a réussi à faire ça avec les 26 lettres de l'alphabet. Donc, on ne désespère pas de la littérature et il y a encore beaucoup de choses à tenter et à réussir. Vous voyez ? Et donc, on met tout le temps la barre de plus en plus haut. Et donc, on se dit, mais on va jamais finir d'essayer, quoi. Et c'est tout ce qu'on fait. En fin de compte, on essaye de faire le meilleur bouquin possible. Sauf qu'on a parfois besoin de 50 bouquins pour y arriver. Vos deux livres s'inscrivent dans de l'actualité, la terreur terroriste. Excusez le pléonasme. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la pandémie, le corona, le vivre ensemble d'une certaine façon. C'est un moteur pour un écrivain? C'est une piste d'écriture? Ou au contraire, surtout pas, loin de moi ça, il faut autre chose? Je crois que le sujet, il a déjà été pas mal traité. Par contre, je me suis rendu compte qu'avec l'expérience Covid, devenir écrivain professionnel, moi, c'est peut-être pas mon truc d'être confiné tout le temps. J'ai l'impression que avoir des collègues et tout, c'est quand même sympa. Moi, ça m'a peut-être repris. Écrivain en atelier, peut-être. Enfin, de toute façon, la question ne se pose pas. Kenan? Ouais, non, pour l'instant, c'est pas vraiment une source d'inspiration. Mais globalement... qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. On est tellement encore dans l'expérience elle-même que je ne saurais pas dire ce que ça représente et ce que ça va laisser comme trace. Mais tout simplement, peut-être même avant tout en tant que lecteur, j'ai le sentiment, je ne sais pas, je sens approcher à un nouvel âge d'or de la science-fiction. Une sorte de nouvelle grande époque qui va voir naître de grands romans de SF, des grands auteurs de science-fiction, comme on l'a connu, comme c'est plus tellement le cas aujourd'hui, selon moi, hein, je me trompe peut-être, mais voilà, je me dis avec tout ce qui nous tombe sur la tête et qui a remis à l'avant la science, la médecine, la façon de vivre, un grand John Brunner comme ça qui émergerait et qui nous ferait tout ça Zanzibar et tout d'aujourd'hui, ça serait pas mal, quoi. Ça serait bien.
C'est la minute de rêve. Il nous reste quelques petites minutes. En quelques mots, quel conseil donner à un primo-romancier ou un romancier qui se dit voilà, moi je vais participer à un jury, je vais oser le faire, je vais oser envoyer mon manuscrit. Quel est le conseil pour se dire tiens, là, C'est de se lancer. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui tergiversent, qui hésitent. À un moment, faut arrêter quoi, de se poser des questions. Il faut y aller. Moi, j'ai écrit un premier chapitre. Je l'ai fait lire à ma femme, à ma fille, et j'ai vu dans leur regard un truc que j'avais pas vu souvent. Quoi. Ma fille, je me suis dit ouais, il va falloir que je le termine quand même le bouquin là. Donc ouais, faut se lancer et puis il faut le terminer. Voilà. Monsieur le président du jury, encore pour quelques secondes, Monsieur Dufresne. un conseil pour un primo-romancier. Un primo-romancier ou quelqu'un qui un conseil pour un primo-romancier. Franchement, non, je vois pas. Terminer, ouais, ça à la limite, je relèverais. Terminer, même si c'est pour ranger dans un carton après. Ne pas terminer ce qu'on a commencé, c'est le plus grand danger qui guette les artistes en général, les écrivains peut-être plus particulièrement, parce que l'écriture, c'est quand même une forme artistique qui vous isole, parfois pendant très longtemps, que les musiciens, c'est plus collectif, le cinéma, c'est plus collectif. La peinture a un autre rapport physique aux instruments même de la création qui permet de vivre les choses peut-être différemment, mais l'écriture, c'est vraiment quelque chose où terminer, aller jusqu'au bout du texte est essentiel même pour suffisamment croire en soi et en commencer un deuxième. Voilà, c'est terminé. Même si on sait que on le montrera à personne, il faut aller au bout, quoi. C'est très très pervers les effets que ça a à long terme de ne pas finir un texte qu'on a commencé, ça devient une habitude en fait. Ça devient une habitude et puis ça dévoile surtout autre chose, quoi. Il y a un mensonge à soi qui peut être catastrophique dans le sens où on peut pas se permettre de passer 10 ans à faire semblant d'être un écrivain. À un moment donné, on l'est et on se lance sans filet, ou on l'est pas, et il vaut mieux changer de vie, quoi, parce que c'est une vie quand même qui peut être très ingrate et cruelle, quoi. Donc voilà, le seul conseil, c'est d'aller quand même jusqu'au bout du truc et d'écrire beaucoup, en fait, vraiment d'écrire beaucoup, de pas croire que son premier roman est forcément prêt à être lu. Parfois c'est le premier. C'est le premier, oui. Voilà, parfois c'est le cas. Mais là, il y a une évidence, hein, il y a une évidence, il y a un ton, on sent quand même un gars qui est déjà sorti de sa chambre avant d'écrire, quoi. Voilà, c'est pas toujours le cas. Parfois, on écrit un premier roman juste pour faire le nettoyage en soi, et puis on va donner le meilleur de soi dans un deuxième ou un troisième. Je sais pas, donc beaucoup écrire et aller jusqu'au bout. Bon, qui voulait rien dire. C'est bien. Je vais sortir de ma réserve 30 secondes. Je pense qu'il y a un conseil. Lisez. Le nombre de primo-romanciers qui s'essayent à l'écriture et qui oublient de lire à un moment. Évidemment. Non, mais évidemment, mais c'est une évidence. Lisez. C'était tellement évident pour moi que j'ai plus parlé de l'aspect écriture, mais évidemment qu'il faut lire, et il faut lire beaucoup plus que ce qu'on écrit. Beaucoup plus. Madame la commissaire générale, avant cette foire du livre, avec votre prix Fintro, votre président du jury, là, qui va tirer sa révérence, un petit mot de conclusion. Alors, je me demandais si, quand on était auteur, comme ça, primo-romancier, s'il n'y avait pas un moment de désenchantement quand on avait senti tous les codes, finalement, parce que je pense que c'est assez codé, finalement, d'écrire un polar. Et c'est une question que j'avais au départ, et finalement, en vous entendant, je pense que l'enchantement, il reste jusqu'au bout, et j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous, parce que c'est clair qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. J'aimais beaucoup ce que vous disiez, Kenan, par rapport au fait qu'il y a des monuments et que c'est par la force du travail qu'on peut arriver peut-être à frôler et d'y arriver. Et donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Longue vie à vos romans, à toute cette aventure-là. Vous avez beaucoup de chance d'avoir eu enfin, c'est sûrement plus que de la chance, c'est clairement un talent, mais d'avoir la possibilité d'écrire ça. Moi, je suis assez jalouse, j'aimerais bien pouvoir y arriver, mais je pense que vos conseils sont aussi très judicieux. Allons-y, il faut essayer. Je pense qu'on peut, à force de travail et d'abnégation, on peut arriver à sortir des choses magnifiques. Félicitations encore et merci pour cette belle rencontre. Merci à vous. Chers fans de lecture, merci à vous de nous avoir suivis. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à lire et à écrire, voire à soumettre son manuscrit à un futur jury. Et bonne lecture et bonne foire du livre à tous.